Cinquième épisode de cette série de podcasts chez Math, édition spéciale championnat du monde. Aujourd'hui, encore une fois, un plongeon dans le passé. Cette fois, on vous parle de l'histoire des échecs en Russie, pays dont, vous le savez, Ian Nepomniachtchi est originaire. Avec moi pour en discuter, Jérôme Maufra. Jérôme Maufra est auteur et traducteur, ancien membre du bureau de la Fédération française des échecs, auteur du Que sais-je sur le jeu d'échecs, paru en 2005, et du livre Bien débuter aux échecs chez Larousse, paru il y a un mois. Comment vas-tu, Jérôme ? Très bien, merci beaucoup de m'accueillir. Merci à toi d'être venu. Alors, les échecs en Russie n'ont pas toujours eu la popularité qu'ils ont connue au XXe siècle et qu'ils ont encore aujourd'hui. Mais il y a eu tout de même des champions dès la deuxième moitié du XIXe siècle. Il y a eu tout de même des champions russes avec une reconnaissance internationale. Et on pense par exemple à Chigorin. Oui, avant ça, même, on peut faire remonter l'histoire du jeu d'échecs à Ivan le Terrible, puisque ce tsar qui a régné au XVIe siècle était un grand passionné d'échecs. On raconte même qu'il serait mort assis devant son échiquier. Alors, pour revenir à des temps qui sont plus proches de nous, on peut citer effectivement au XVIIIe siècle Petrov, dont on connaît la fameuse défense, et puis à la fin du XIXe siècle, des champions de tout premier plan, effectivement comme Mikhail Chigorin, qui apparaît de façon assez nette comme un grand précurseur de l'école d'échecs russe qui se développe à cette époque-là. Il dispute 2 championnats du monde contre Steinitz, mais perd les 2, il s'incline les 2 fois. Chigorin qui sera tout de même un père spirituel pendant assez longtemps pour les échecs russes. Oui, le régime soviétique, notamment à l'époque de Staline, le met spécialement en avant. Il est moins gênant pour Staline de mettre en avant un champion de l'époque tsariste, mais qui était relativement neutre au plan politique, plutôt que de mettre l'accent sur Alexandre Alekhine, le renégat, qui était un Russe blanc et qui a quitté la Russie soviétique pour aller s'exiler en France et devenir champion du monde sous les couleurs tricolores. Alors, à cette époque, il y a beaucoup de joueurs d'échecs russes, mais il n'y a pas la popularité qui arrive ensuite sous l'URSS, et c'est seulement plus tard que ça arrive dans les années 1920 avec un personnage assez important, Alexandre Iline-Genevsky. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu ? Oui, alors Alexandre Iline-Genevsky a la particularité d'avoir été un compagnon de route de Lénine. Lénine lui-même, forgeur d'échecs. Iline-Genevsky est engagé très très jeune dans les mouvements révolutionnaires et en 1912, même à 16 ans, eh bien, il se fait chasser de son école parce que il est trop impliqué dans les mouvements bolcheviques. Il est obligé de s'exiler ensuite en Suisse, et c'est là qu'il prend son nom d'ailleurs de Genevsky. Et c'est un personnage qui va jouer un rôle particulièrement important dans le développement de ce qu'on va appeler l'école d'échecs soviétique. D'abord, c'est lui qui organise le premier championnat du RSS en 1920, donc il a une importance particulière de ce point de vue. Il est aussi celui qui va aider dans les premières années Botvinnik à arriver sur le devant de la scène, notamment en organisant un match contre le champion Saloflor, qui permet à Botvinnik de se mettre en valeur. Et puis, au-delà de ça, eh bien, il est un des proches de Lénine et c'est lui qui le conduit, le pousse, en tout cas fait naître à ses côtés l'idée de développer le jeu d'échecs de façon massive en URSS auprès des paysans et des ouvriers. Alors oui, c'était quelqu'un qui avait une place assez importante dans le pouvoir bolchevique, mais c'était aussi quand même un très bon joueur d'échecs. Il me semble qu'il a battu Capablanca à un tournoi en 1925. Donc oui. C'est quelqu'un qui est quand même très bon. Oui, c'était un très fort joueur, un joueur de niveau international, même s'il n'a jamais percé. Il était entre 2 carrières, entre la carrière politique et la carrière échiquienne. Mais c'est vraiment, il donne toute sa mesure dans cette organisation des échecs soviétiques et dans la structuration de ce qui va devenir un véritable but pour le régime soviétique dès les années 1920. Alors comment ça se passe justement cette structuration des institutions échiquiennes en Russie ? Comment ils font pour que ça devienne aussi important ? Alors, dans un premier temps, déjà, la question qui se pose au jeune régime soviétique, c'est comment faire pratiquer une activité intellectuelle à des ouvriers et des paysans qui, pour la plupart, ne savent pas lire. Ça, c'est la première difficulté pour ce régime. D'autant plus qu'il leur faut trouver une activité qui ne
ne fasse pas parler trop de politique, qui ne remette pas en cause la révolution russe, une activité qui ne soit pas chère, qui puisse se jouer en intérieur parce qu'il fait souvent froid en Russie. Bref, on cherche vraiment l'outil parfait. Eh bien, les échecs apparaissent comme cet outil parfait, facile à apprendre, facile à pratiquer même quand on parle pas. Quand on lit pas, en tout cas, le russe, et quand on lit pas tout court. Et donc, le régime soviétique va axer une partie du développement de l'éducation sur ce jeu d'échecs. Un jeu d'échecs qui apparaît aussi comme l'expression de la rationalité, du refus des superstitions, de la chance, des traditions, et donc un élément de construction de cet homme nouveau que veut promouvoir le régime. Alors, comment le régime lui-même s'y prend pour développer ça? Eh bien, le jeu d'échecs va être développé partout où ça sera possible, à l'armée notamment. C'est qu'il y a de nombreux clubs qui sont liés à l'armée rouge à cette époque. Dans les usines, il y a des cercles d'échecs qui sont créés. Et donc, les ouvriers jouent sur leur temps de repos, où on organise des tournois quelquefois dans les usines. Et puis enfin, dans ce qu'on appelle les palais des pionniers, les komsomols, c'est après l'école, souvent les jeunes gens, eh bien, en temps périscolaire, comme on dirait aujourd'hui, allaient jouer aux échecs et étaient encadrés par des entraîneurs, ce qui a bien sûr été un système pyramidal en formant des millions de soviétiques. Et bien forcément, on a fait émerger une élite. Et cette élite a rapidement été en avance sur la scène internationale. Mais donc dans ce que tu dis, il n'y avait pas vraiment d'apprentissage des échecs à l'école. Ça, c'est plutôt une légende. C'est plutôt une légende, même si comme Somol et l'école, c'était quelquefois au même endroit où c'était très très lié. Mais il n'y a pas de cours d'échecs à l'école de manière générale. Il ne faut pas imaginer que les jeunes soviétiques apprenaient les échecs comme on apprend les mathématiques. Dans cette école d'excellence des échecs, il y a un des maîtres qui est formé, c'est Botvinnik, donc un champion du monde très connu. On en a pas mal parlé pendant les précédents podcasts. Et donc, on voit que cette école fonctionne plutôt bien. Et Botvinnik, c'est quelqu'un qui non seulement a été un grand champion du monde, mais va aussi former, par la suite, va être le fondateur de l'école soviétique des échecs à proprement dit. Oui, alors il va être fondateur de ce qu'on va appeler l'école Botvinnik. Il va avoir l'occasion d'entraîner Karpov, qui ne tient pas en très très grande estime, mais qui par ailleurs il pousse bien sûr au nom de la grandeur du régime, évidemment. Il fait émerger aussi Kasparov, qu'il aime beaucoup. La légende raconte que Botvinnik a toujours joué dans un style très rationnel et assez mathématique, qui était assez ingénieur, sous la pression de la victoire du régime soviétique, et d'une certaine façon, Kasparov, dont il a poussé le côté flamboyant et offensif à se développer, était en quelque sorte sa revanche. Il a pu se lâcher en donnant des conseils offensifs à Kasparov et en faisant émerger cette personnalité explosive. C'était un peu sa revanche sur le système soviétique, d'après ce qu'on dit. Puis là aussi, il y a Vladimir Kramnik qui est passé par cette école Botvinnik. Mais avant ça, lui-même, Botvinnik a été formé à l'école dite soviétique, celle fondée par Yudovitch et notamment Alexander Kotov, qui sont les grands entraîneurs soviétiques des années 30 à 50. Oui, c'est eux qui étaient aux côtés de Alexandre Genevsky, vraiment ceux qui apprenaient les échecs en direct à côté de l'organisation qui était menée par Ilyin Genevsky. Oui, tout à fait. Ilyin Genevsky avait un rôle d'organisation, de structuration, le rôle politique. Et puis, pour ce qui va vraiment être de l'aspect purement école soviétique d'échecs, c'est Kotov et Yudovitch qui, dans leur livre Le jeu d'échecs en Union soviétique, retracent cette histoire-là. Et on voit bien qu'ils ont été vraiment à la manœuvre en tant qu'entraîneurs eux-mêmes. Alors, dans cette école soviétique, est-ce qu'on apprend un style de jeu particulier, une manière de jouer particulière? Alors, on dit souvent que dès les années Alekhine, du reste, avant même la Russie soviétique, mais cet aspect-là, il a continué à se développer, les joueurs soviétiques vont un peu à l'encontre des principes classiques de Steinitz et Tarrasch. Ils sont contre cette forme de dogmatisme et ils jouent plus sur le dynamisme, sur les déséquilibres dans les positions et ils sont plus dans la combativité, y compris certains qui ont des styles très spectaculaires. On pense à Tal ou Boleslavski qui acceptaient quelquefois des faiblesses dans leur propre position au profit justement d'une approche très dynamique du jeu dans laquelle ils avaient l'initiative. C'était pas des joueurs attentistes. Alors un petit peu plus tard, la Russie continue à former toujours de très bons joueurs. Il y a eu Spassky,
Korchnoi, il y a eu Gatakamsky, il y a eu Peter Svidler un peu plus récemment. Et puis avant, tu as eu tous ces champions des années 50-60, hein, Oui. Svislov, Petrosian, Tal, qui ont été champions du monde aussi. Est-ce que cette domination totale du monde des échecs dans la deuxième moitié du XXe siècle, on peut dire que ça vient de cette école soviétique? Oui, ça vient de cette école soviétique, du point de vue de la structuration, du point de vue de l'entraînement, du point de vue de l'importance aussi que le régime donnait à ce jeu, et ce qui s'accompagnait de mesures très concrètes. Les joueurs d'échecs soviétiques, pourquoi sont-ils si forts? Parce qu'ils s'entraînent énormément. Mais pourquoi s'entraînent-ils énormément? C'est parce que les meilleurs d'entre eux sont pensionnés. Ils sont sportifs d'État, ils sont salariés par le système soviétique, et donc ils n'ont pas besoin de gagner spécialement de tournois pour gagner leur vie. Ils n'ont pas besoin de chercher de sponsors pour gagner leur vie. Ils sont tout simplement rémunérés pour pratiquer leur art, le mieux possible évidemment, mais ils n'ont pas le couteau sous la gorge comme peuvent l'avoir les joueurs occidentaux. Ils n'ont pas besoin de donner spécialement de cours à côté ou d'avoir un métier à côté. Ils sont les enfants chéris du régime. Ils ont souvent aussi un appartement, quelquefois même une voiture. Ils peuvent voyager, chose assez rare dans les années 50-60 pour un soviétique. En gros, la carrière de joueur d'échecs, elle est extrêmement prestigieuse et elle donne une certaine liberté dans un régime qui en accordait très peu. Donc cet écosystème-là, il a été nourri bien sûr par la réflexion des Kotov, des grands entraîneurs, par l'organisation de Genevski, mais aussi par les budgets considérables que l'État soviétique a investis dans cette école. Est-ce qu'il y avait à côté de ça des sanctions quand justement les joueurs étaient moins bons et venaient à perdre des tournois? On peut penser par exemple à Spassky quand il a perdu le championnat du monde contre Fischer. Il a été peut-être pas puni, mais on l'a mis un petit peu. C'était un petit peu la disgrâce en URSS. Je peux te raconter une blague russe, Ouais. peut-être. Alors, ce sont des soviétiques qui sont des opposants soviétiques qui sont au goulag en Sibérie et puis ils suivent avec passion le match Fischer-Spassky, mais ils n'ont pas beaucoup de nouvelles, ils n'ont pas la radio, ils n'ont pas les journaux, alors ils attendent que de nouveaux prisonniers arrivent pour connaître le résultat. Puis un jour, il y a un nouveau prisonnier qui arrive et il demande alors, dis-nous camarade, qui a gagné, qui a perdu entre Fischer et Spassky? Et le nouveau prisonnier répond c'est moi. Voilà, donc Spassky n'est pas allé au goulag, évidemment, Oui. mais il est tombé en disgrâce, très, très clairement. Voilà, c'était terrible pour lui parce que par ailleurs, c'était un joueur extraordinairement brillant qui a amplement mérité son titre de champion du monde, qui faisait peur à Fischer parce qu'il avait un très bon score contre lui avant ce match. Les Soviétiques étaient confiants en lui et lui-même était confiant en ses capacités. Mais il a été emporté par la tornade Fischer et puis par ce match un peu qui avait des aspects un peu irrationnels. Ouais. Et il a vraiment payé cher ça parce qu'il a été mis de côté. Les Soviétiques se sont dit bon bah maintenant il faut qu'on trouve un autre champion, quelqu'un qui va laver cet affront. Et il se trouve que le jeune Anatoly Karpov, qui était déjà grand maître depuis 1969, je crois qu'il est devenu champion du RSS au début des années 70, il est apparu comme le nouvel enfant chéri du régime. Et de ce fait, Spassky a été mis de côté. En outre, Spassky n'a pas arrangé sa situation. Sa situation s'est dégradée au point qu'il a fini par quitter l'URSS pour la France. Ouais. Aussi, en URSS, il y a eu toujours un côté où il y avait un candidat qui était celui du pouvoir. À cette époque-là, donc c'était devenu Karpov. Et à côté, il y avait un autre joueur qui était bon aussi, mais qui était plutôt honni par le pouvoir. C'était à ce moment-là Kasparov contre Karpov. Et plutôt, on sait que Korchnoi a joué un petit peu ce rôle et qu'il était beaucoup en opposition avec le système. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que le système politique russe voulait un seul joueur qui représentait toute la Russie? Oui, l'anecdote veut que le président de la Fédération russe, je crois, quand on lui a dit que Kasparov était en train de devenir un joueur de premier plan et que il allait peut-être qu'il avait la possibilité de rencontrer Karpov pour devenir champion du monde, il aurait répondu mais nous avons déjà un champion du monde. Nous n'avons pas besoin d'un deuxième. Le régime soviétique était très très heureux d'avoir Karpov, qui était un garçon qui par ailleurs soutenait peut-être avec sincérité du reste du régime soviétique. Il était le parfait apparatchik, il siégeait même à la Douma. Donc c'était quelqu'un sur lequel le régime n'avait aucun doute et sur lequel il pouvait s'appuyer. Korchnoi est quasiment un dissident politique. C'est quelqu'un qui a un très fort caractère, qui ne s'en laisse pas compter. C'est
voilà, c'est vraiment, il fait un peu boxeur à côté de Karpov. Il a une carrure imposante, il a un caractère terrible, et il est manifestement pas très très proche des idées communistes. Et ça, on le sait dès la fin des années 60 et au début des années 70, ne va cesser d'avoir des ennuis. D'ailleurs, plusieurs joueurs soviétiques signent une tribune contre lui, prennent position contre lui. Il est surveillé au point qu'il finit par demander l'asile politique en Suisse à la fin des années 70. Le cas de Kasparov est légèrement différent puisque l'époque est différente aussi. Au milieu des années 80, Kasparov, il devient champion du monde quasiment au moment où Gorbatchev prend la tête de l'URSS et où il engage les grandes réformes de libéralisation de la société soviétique. Donc Kasparov a aussi plus d'occasions de faire parler son tempérament sans risquer les foudres du régime soviétique. Il donne des interviews dans des grands magazines occidentaux comme Playboy par exemple. Il n'hésite pas à critiquer le régime. Il intitule son autobiographie L'enfant du changement, pour bien montrer qu'il fait partie de cette nouvelle génération. Donc il est à la fois en rupture avec le système soviétique, en tout cas il se pose comme quelqu'un de critique, mais il ne prend quand même pas les mêmes risques que Korchnoi, qui était lui un véritable dissident. On a ce moment-là où il y a un petit peu plus de latitude pour les joueurs, et on vient ensuite à la chute de l'URSS. Qu'est-ce que devient l'école soviétique à ce moment-là? Et elle devient plusieurs choses. La première conséquence de la fin de l'URSS, c'est l'éclatement de l'URSS, puisque l'URSS, c'est l'union des républiques socialistes soviétiques, c'est l'agrégation de 22 États, dont la Russie, bien sûr, est la partie principale, mais tu as tout un tas de pays qui vont se détacher et qui vont récupérer leurs joueurs. Les Ukrainiens, les Estoniens, les Lettons, etc., vont avoir de forts joueurs et vont avoir de fortes équipes. Et du coup, ça affaiblit d'autant cette jeune Russie, ou en tout cas cette URSS amputée de ses autres républiques. Et puis, il y a tout un tas de joueurs soviétiques ou russes, nouvellement russes, qui vont profiter de la libération, on va dire, de l'ouverture des frontières et de la fin de l'URSS pour aller en Occident, que ce soit aux États-Unis, en Espagne, en France. Certains vont tenter leur chance en Occident pour vivre une autre vie et puis pour vendre leur talent échiquien. Beaucoup deviennent entraîneurs, par exemple. Donc, l'école soviétique, d'une certaine façon, elle n'a pas implosé, elle s'est plutôt diffusée, elle a plutôt éclaté. Et puis, elle a continué à produire aussi des champions, puisque les structures sont encore là. Et bien sûr, la Russie a produit Kramnik, qui a été champion du monde. Elle a produit Karyakin, qui aujourd'hui qui a été vice-champion du monde aussi. Donc, on a tout un écosystème qui est encore présent, même s'il s'est modifié, mais qui aujourd'hui est quand même une des préoccupations du Kremlin, parmi d'autres. Mais dans la stratégie de puissance de Poutine, il est bien évident que avoir placé plusieurs présidents à la tête de la Fédération internationale est un élément important de son soft power. Arkady Dvorkovitch, il a été un homme politique éminent du temps de Medvedev et de Poutine, puisque bon, voilà, on va pas faire de grosses différences entre les deux. Et de fait, c'est lui qui est maintenant président de la Fédération internationale des échecs. Donc la Russie tire encore les ficelles, elle organise beaucoup de tournois, de championnats. Et puis évidemment, elle a cette importance culturelle et historique dans les échecs. La Russie reste aux échecs ce que la Nouvelle-Zélande est au rugby, si tu me permets le parallèle. Ouais. Oui, d'ailleurs, on a eu il y a à peu près une semaine une victoire en même temps sur la Russie aux échecs et une victoire au rugby de la France sur la Nouvelle-Zélande. C'était juste pour oui, c'était le même week-end. Alors pour ceux qui suivaient les deux comme moi, c'était un week-end fabuleux, puisque il aurait pu manquer qu'on batte le Brésil au foot et puis notre vie était faite. Mais oui, effectivement, la France a battu la Russie au championnat d'Europe. Ça a une saveur particulière. La preuve, nous en parlons. Même si c'est plus forcément tout le temps la meilleure équipe du monde, c'est une équipe qui symbolise, y compris pour les médias, le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs reste fondamentalement attaché à la Russie. Et est-ce que la Russie reste tout autant attachée aux échecs? Est-ce qu'il y a la même popularité que dans la deuxième moitié du XXe siècle? C'est certain que le jeu d'échecs souffre vraisemblablement aujourd'hui en Russie de la concurrence d'autres loisirs, d'Internet, de la télévision, comme dans les sociétés occidentales, et que l'ouvrier russe des années 50 qui jouait à l'usine, maintenant, il fait vraisemblablement autre chose de ses soirées. C'est évident. Néanmoins, le jeu d'échecs garde une importance particulière en Russie, ne serait-ce que parce que beaucoup de gens savent y jouer et que c'est un jeu
qu'on ne peut suivre et dont on ne peut suivre le championnat du monde quasiment que si on sait y jouer. Sinon, on perd quand même beaucoup de la saveur des parties si on les suit simplement en spectateur. Donc, il y a en Russie, bien sûr, beaucoup de joueurs encore, et il y a beaucoup de spectateurs du jeu et beaucoup de connaisseurs. Le niveau moyen reste quand même très, très élevé. C'est un jeu qui reste une des marques de fabrique de la société russe, même si évidemment on n'est plus à l'époque de l'Union soviétique, de Kotov et de Genevski. En tout cas, l'école russe, elle est toujours vivante, on le voit bien, puisque Yann Nepomniachtchi est au championnat du monde. Jérôme, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Je t'en prie, c'est un grand plaisir. Et on se retrouve après le championnat du monde pour un épisode où on discutera des conditions d'organisation du championnat du monde, des différents formats dont on a parlé dans le passé. Et on vous dit à bientôt. Bientôt.